RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, l'actualité de l'écologie et de l'environnement. Oh, tous ces peuples qu'on assassine, oh, tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-auditeurs, amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature, chers amis de l'homme et de la femme. Bonjour. Salut tout le monde. Vous êtes bien dans Restons sur Terre, proposé par les amis de la Terre Meurthe-et-Moselle, en direct sur Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM et aussi en direct sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org et même en podcast sur le site internet de la radio et sur la chaîne YouTube de la radio. Donc, et donc aujourd'hui, nous sommes une représentation très paritaire du débat. Ouais. Oui, le débat sur la justice climatique et la justice sociale sont réunis aujourd'hui dans les studios. Stéphane. Salut Flo. Notre petit Lionel. Oui, mon petit Flo, oui. bonjour. Le bonjour débat de la semaine dernière, il a tous. kiffé, alors il avait envie de revenir. Oui. Super émission. La décroissance. La décroissance. Ça a du sens. Et notre ami Samuel. Salut. Salut Sam. Et bien sûr, à la technique, comme toutes les semaines, c'est Thomas. Au micro, c'est Florent. Et derrière, tous vos postes de radio, vos téléphones portables, vos machins, trucs bidules, autoradio et autres ordinateurs. C'est vous, cher public. Sans vous, nous ne serions pas là. Nous n'existerions même pas. Exactement. Merci d'écouter les radios libres. Les radios libres, sans pub. Sans pub. Parce que c'est important. 100% participatif. Exactement, 70 bénévoles quand même pour faire tourner cette radio. Ouais, 50 heures de direct par semaine. C'est beau. De la différence. Ah oui, on a appris les chiffres, attention, cachez-vous. Ouais. Donc aujourd'hui, émission un peu différente de ce qu'on peut faire d'habitude. En l'occurrence, on part sur une émission débat. On va débattre, entre autres. On va parler de plein de choses. On va parler du défi de la semaine, en l'occurrence les prix Pinocchio. Donc les amis de la Terre, France relance les prix Pinocchio. Ça a eu lieu pendant 9 années jusqu'en 2015 et ça avait fait une petite pause. Et donc les prix Pinocchio ressurgissent, renaissent et font l'objet du défi. Le défi de la semaine. Alors donc, on va réexpliquer les défis de la semaine, qui est ce grand truc lancé par les membres du Plan B Nancy et porté par le Plan B. Et Samuel va nous refaire un petit topo, vu que l'idée a été scellée dans son cerveau. Ouais. C'est lui qui a eu cette idée à la base. Alors pourquoi des défis tous les mardis ? Bonne question. Pourquoi des défis ? Parce qu'on en a marre un petit peu
de voir autant de gens qui nous demandent mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour faire bouger les choses et bouger les lignes. On avait souvent ce discours de rappeler qu'il n'y avait pas de fatalité face au changement climatique, à la hausse des inégalités, etc. etc. Notamment en s'appuyant sur les discours et les analyses du GIEC qui disent que 50 à 70% des solutions se jouent à l'échelle des territoires. Mais quand on disait ça aux gens, la première réponse qui venait souvent, c'est oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Et à ça, on se rendait compte qu'il y avait du coup beaucoup de choses à faire connaître dans les initiatives concrètes qui se mettent en place sur Nancy et aux alentours. Et la deuxième chose, c'était aussi qu'au-delà de se faire connaître, les gens avaient un besoin d'être dans des dynamiques collectives et de se sentir un peu dans la force d'une vague. On s'est dit, faisons les défis. Le principe est basique. Tous les mardis, une association du plan B ou plusieurs lance un défi à toutes les habitantes et tous les habitants de Nancy et ses environs pour construire collectivement un truc qui va changer un peu les choses. Et donc effectivement cette semaine le défi est en partenariat avec les Amis de la Terre Meurthe et Moselle, et c'est un défi, et c'est probablement le défi le plus facile à réaliser depuis le début, puisque ça implique de s'informer, de réfléchir et de voter en ligne facilement pour la multinationale qui cette année aura le grand honneur de gagner le prix Pinocchio de la multinationale qui aura le mieux greenwashé dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est ça, c'est un sujet agriculture. Oui, les prix Pinocchio ont un peu changé de forme, et donc en fait tous les ans ils vont prendre une thématique différente, et cette année c'est l'agriculture avec l'agri-washing. Une bonne manière de dire les choses. Ouais, je cherchais un jeu de mots sur l'agri-bashing dont on nous rabâche sans cesse plein de choses. Donc ça, c'est l'agri-washing. Alors l'agri-washing, c'est le travail fait par un certain nombre d'industriels de ce qu'on appelle un peu le complexe agro-industriel, pour le dire en mots lourds et sérieux. Mais en même temps, c'est quand même le sujet de l'agriculture. Le sujet de l'agriculture, qui est clairement... un vrai sujet, parce qu'on voit encore les reculs récents du gouvernement sur un certain nombre de choses suite à la pression des lobbies et tout ce lien, on va dire, greenwashing-lobby. Donc on va revenir un peu plus tard sur la question des prix Pinocchio et des 3 cas qui sont présentés. On va quand même les citer. Il y en a 3 qui sont soumis au vote. Donc il y a Bigard, Lactalis et Yara. On va vous raconter après, vers le milieu, fin de l'émission, exactement de quoi il en retourne et le pourquoi voter pour. Et c'est le gros choix qui est là cette année. C'est vrai que j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui me disaient, mais là, j'ai jamais été aussi emmerdé pour les prix Pinocchio. Pourtant, avant, il y avait 9 cas, 3 catégories. C'était plus lourd. Mais là, je ne sais vraiment pas pour qui voter. Entre les 3, je n'arrive vraiment pas à choisir. Ouais, les 3 sont pires. Ah oui, là, c'est quelque chose. Ah, j'ai pas encore voté non plus, d'ailleurs. Moi, j'attends justement les défis qui vont mettre le coup de pied au cul pour le faire. Parce qu'effectivement, quand tu regardes les 3 cas, c'est pas évident de décider lequel est le pire des 3. Quoi. On est dans on a de choix de luxe cette année. La sélection a été magnifique. Et c'est demain donc le défi. Tout à fait, ouais. Officiellement demain matin. Oui, on est vraiment dans le spoil. Hein, là, c'est vraiment oui, en fait, exclusif. C'est ça, ouais. On a mis le bandeau exclusif en haut, en gros. C'est exclusivité Radio Caraïbes Nancy. Vous avez en avant-première le défi de la semaine. Waouh! Et d'ailleurs, vu que c'est demain matin, n'oubliez pas que pour l'instant, on est encore dans le défi de mardi dernier et qu'il vous reste encore une douzaine d'heures à peu près pour, si ce n'est pas fait, aller changer vos premiers florins de l'année, convaincre vos proches de changer leur premier florin de l'année, voire aller en discuter avec le commerçant du coin que vous connaissez et qui partageait un peu de valeur avec le florin pour leur dire tiens, ce serait pas mal d'y passer s'ils n'y sont pas encore. Donc, voilà, on est toujours pour l'instant dans le défi de mardi dernier qui est cette année on passe au florin. Oui, donc près de 200 structures dans le florin. À l'heure actuelle, on a dépassé les 106 000 florins en circulation, le dernier chiffre que j'ai entendu. Ouais. Alors on est un tout petit peu redescendu, parce qu'il y a eu une petite reconversion depuis, mais en gros, le pic historique était à un peu plus de 106 000, ouais, tout à fait, la semaine dernière. Voilà, donc, et les nouveaux billets sont arrivés. Yeah, c'est tout aussi beau que les anciens, c'est exactement les mêmes. Oui, on voit qu'il y a eu un petit trou dans l'approvisionnement. Ils sont neufs, quoi. Il y a eu, mais alors, enfin moi je suis arrivé samedi dans un bureau de change pour récupérer des florins. Eh bien, j'ai eu les 25 derniers. Les 2 personnes avant moi, elles 2, avaient pris les 430 quelques qui restaient un peu avant. Donc oui, il y a eu ce petit trou et ce petit rush. Mais c'est bien, ça veut dire que vous avez joué le jeu aussi du défi, que vous avez été changer vos florins
Florin, vous avez adhéré au Florin, et ça c'est vraiment important. Donc pour revenir aussi sur le Florin, on va faire le lien comme avec l'émission de la semaine prochaine. La semaine prochaine, comme tous les deuxièmes lundis du mois sur ce même créneau sur Radio Caraïbes Nancy, dans Restons sur Terre, on est sur une émission spéciale Florin, la monnaie locale, complémentaire et citoyenne du Sud Meurthe-et-Moselle. Et donc la semaine prochaine, ce sont les acteurs du Florin qui seront présents sur l'antenne de Radio Caraïbes avec, je ne sais plus, c'est Nathalie, Steven, je ne sais plus qui vient. Ah, c'est probablement un des deux, c'est souvent le cas. Ou Virginie, qui avait fait sa première émission il y a un bon mois, je pense, sur le sujet. Et là, comme ça, je peux pas le dire. J'aurais peur de dire une bêtise. Oui, j'ai ça dans un mail, mais j'ai oublié. Parions sur Nathalie. On va dire que c'est elle. Allez, okay. On va dire que c'est elle. Je mets un florin sur Nathalie. Ça marche. Les paris sont lancés, sont ouverts. Et j'en rajoute une couche. Il faut vraiment parler autour de soi, notamment auprès des commerçants. Moi, c'est l'astuce, c'est d'aller voir à chaque fois que je vais voir un commerçant, je lui demande s'il prend le florin ou pas, quoi. Du coup, si on est très nombreux à faire la démarche, à un moment donné, ils vont se poser des questions et se dire que finalement, il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire en adhérant au Florin et en participant à la communauté. Ouais, je confirme. Pour moi, me retrouver dans la position du bénévole qui va rencontrer les professionnels pour en parler, c'est beaucoup plus simple pour nous quand c'est des professionnels qui ont déjà eu 1 fois, 2 fois, 3 fois un client qui leur ont demandé s'ils acceptaient le Florin parce qu'ils sont déjà un peu renseignés, ils savent de quoi ça parle, ils savent que c'est pas une escroquerie parce que mine de rien, les commerçants sont souvent démarchés par des margoulins en tout genre qui essayent de leur fourguer des trucs dont ils n'ont pas besoin. Donc quand c'est quelque chose qu'ils ont déjà entendu parler, ça facilite vachement la vie pour nous, quoi. Oui, moi j'ai encore un exemple la semaine dernière où on était mangé dans une brasserie qui cuisine des produits de saison et qui, pour l'instant, n'accepte pas le florin. Et ma femme a la bonne habitude de systématiquement sortir les florins et comme si c'était une évidence. Et leur sort les florins et donc ça leur permet aussi de les voir parce que les sortir, je pense que ça va même encore plus loin que de leur demander s'ils l'acceptent ou pas. Et donc elle sort systématiquement les florins. Ah mais vous n'acceptez pas le florin? Et elle fait, mais oui, mais j'ai aussi un de mes fournisseurs qui, quand il vient manger ici, systématiquement veut me payer en florin. Il veut tout le temps me payer en florin et ça en fait plusieurs comme ça. Et donc, c'est intéressant de voir aussi ce truc-là. Et on se dit que là, bientôt, quand un des démarcheurs bénévoles du florin ira le rencontrer, c'est typiquement le genre de personnes qui vont se dire ouais, il y a peut-être quelque chose à faire là quand même. Et puis, pour rebondir là-dessus, 2 choses. La première, c'est quand vous voyez comme ça des commerçants qui vous paraissent un peu mûrs, n'hésitez surtout pas à envoyer un petit mail ou passer par les réseaux sociaux pour contacter le Florin et leur dire il faut qu'on aille les voir parce que nous on n'est pas toujours au courant de tout ce qui existe et de la diversité, donc n'hésitez surtout pas à nous le suggérer. Et le deuxième truc, c'est que je trouve que ça illustre hyper bien justement la force des défis du mardi, de ce qu'on essaye et ce qu'on ambitionne de faire. On verra si ça marche ou pas. C'est vraiment cette logique de masse critique, quoi. Et on a des alternatives qui sont encore souvent trop confidentielles par rapport à ce qu'on essaie de faire. Mais dès qu'on passe un cap et qu'on a un certain nombre de personnes comme ça, les gens basculent parce que ça devient naturel et c'est quelque chose qui est rentré dans leur quotidien. Et donc, l'ambition et ce qu'on aimerait faire avec les défis du mardi, c'est ça, c'est que d'un coup, que demain, pour une semaine, les prix Pinocchio, ça devienne le sujet à la mode à discuter au café avec les collègues, quand on va voir sa grand-mère ou quoi que ce soit, et que petit à petit, justement, on arrive à rentrer dans notre quotidien en permanence ces questions de la transition écologique et citoyenne. Donc voilà, on compte sur vous pour jouer le jeu un maximum et on compte sur nous parce qu'on le fait aussi, on joue le jeu. Moi, mine de rien, sur les 5 premiers défis qu'on a fait, il y en a 2 que je n'avais pas fait et ça m'a forcé à bouger et à les faire. Donc voilà, on va essayer de continuer comme ça. Et un 3e demain, vu que ça va te mettre le coup de pied au cul, comme tu l'as dit. En fait, quand j'ai dit sur les 5, c'est en comptant du coup celui de demain, et donc c'est le Pinocchio, un des 3 que j'avais pas encore. J'ai déjà voté, moi, pour les prix. Je dirais pas pour qui, parce que le vote est confidentiel. Moi aussi, j'ai fait mon choix. Oui. Ouais. Moi qui comptais sur vous pour réussir à me décider en entendant un petit peu les arguments pour l'un ou pour l'autre, je vais devoir me faire confiance à moi. Mais on fera les arguments quand même tout à l'heure. Moi aussi j'attends les arguments là. Donc le sujet greenwashing, on en parle. Finalement, on va peut-être même commencer par le lier à l'agriculture. Le greenwashing, on entend quand même beaucoup de choses sur l'agriculture, et notamment certaines pratiques, l'agriculture conventionnelle. Est-ce que ça n'est pas même de base du greenwashing ? Si, clairement. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire que ce qui était conventionnel et normal, c'était d'utiliser des produits. Et le premier argument qui est utilisé par les agriculteurs quand on leur parle de pesticides, c'est « Ah oui, mais il n'y a pas d'alternative ». Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup.
Il n'y a pas d'alternative. Si, il y a une alternative, c'est de faire sans produit, alors avec d'autres techniques, évidemment, mais aussi en acceptant qu'on est dépendant des aléas du temps. C'est-à-dire qu'il y a un côté quand même transhumaniste dans l'agriculture conventionnelle, c'est on est au-dessus, même s'il fait moche, même s'il y a trop de soleil, même si ça manque d'eau, même si machin, grâce aux pesticides, on va quand même avoir une production, et parce que mes investissements sont là, et que si je perds 5% de ma production, on est sinistré, c'est ça. Voilà, on est Le sinistré. petit aléa, c'est le gros sinistre. Voilà, et sachant que du coup, il y a des subventions publiques derrière, et sachant que l'agriculture conventionnelle est majoritairement financée par la PAC, enfin en grande partie, donc par la politique agricole commune, des sous de l'Europe qui sont mis pour financer les pesticides, donc les marchands de chimie. Voilà. Donc si tu veux, je parle pas là directement du greenwashing parce que c'est ce qui vient derrière. C'est-à-dire après, c'est tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait pour justifier que ils ont inventé donc l'agriculture qu'ils appellent raisonnée. Hein, donc c'est mais ça c'est génial. Qui n'a de raison que le nom. Hein. Voilà, qui n'a de raison que le nom. C'est vraiment c'est magique. C'est le greenwashing, c'est quand même la base, c'est quand même du vocabulaire, c'est de détourner des mots, de détourner des concepts et pour les pour les utiliser mal, je sais pas comment le dire quoi, pour les détourner quoi. Voilà, on dit l'agriculture raisonnée, c'est on met des pesticides mais pas trop. Voilà, c'est ça. Voilà, alors que dans la définition, il faut voir comment ça a été construit, l'agriculture raisonnée. C'est quand même quelque chose où on a pris les pires pratiques qui étaient faites jusque-là et on a dit, ça, c'est une agriculture raisonnée. Et donc, on ne fera pas plus. Ah oui, mais en même temps, c'était compliqué vu qu'ils n'y arrivaient pas. Mais il ne faut quand même pas oublier que la France vient cette année encore d'augmenter de 20% la quantité de pesticides balancés sur dans les balancés, champs. on ne sait pas, mais achetés en tout cas, oui. Oui. Parce qu'il y a cette problématique aussi. Vu le prix que ça coûte, à mon avis, tu les achètes pas pour les garder dans des entrepôts. Ouais, mais il y a eu des achats avant interdiction, non, si je me trompe pas. Il y a des agriculteurs qui ont fait des stocks parce qu'il y a des choses qui allaient être interdites au 1er janvier 2020. Et du coup, ce qui excuse rien, mais ce qui explique un effet de seuil. Des agriculteurs qui n'ont vraiment pas envie de changer a priori et qui du coup sont précipités sur les produits qui allaient être interdits ou plus chers, je sais plus, ou plus taxés au 1er janvier de l'année. Plus taxés et puis interdits pour certains, ouais. Ok. Si on devait, je sais pas toi Stéphane, quel est le dernier exemple d'agri-washing, vu que c'est le mot du jour qu'on a inventé là, quel est le dernier exemple d'agri-washing que tu as pu voir et qui t'a un peu choqué comme ça Je cherche un peu là, sur l'agriculture en particulier. Moi, j'en vois beaucoup dans la publicité, en fait, en général, du greenwashing. Ouais, dans l'agroalimentaire, il y en a plein. Plein. Vraiment, de l'exploitation, en fait, de toutes ces terminologies, de la génération climat, de toutes ces questions-là qu'on retrouve en permanence dans la pub. On se rend compte que le capitalisme a cette force vraiment incroyable de toujours malaxer, de toujours reprendre, de toujours récupérer et exploiter à son profit les tendances qui peuvent émerger et qui essayent au contraire de proposer des alternatives. Donc j'ai l'impression que tout est greenwashing en fait, quelque part, dès qu'on regarde de la publicité ou qu'on regarde l'évolution de l'économie en général. Les labels, parce que ça c'est aussi un truc qui est quand même assez intéressant, qui est directement lié pour moi, et notamment dans la question agricole, la question des labels, de l'agroalimentaire plutôt, la question des labels qu'on voit. D'un côté, on a des agriculteurs bio qui doivent payer des labels, donc payer pour montrer qu'ils ne sont pas dégueulasses, ce qui est quand même assez scandaleux dans le principe. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais de la merde et que tu mets n'importe quoi dedans dans tes cultures, là, tu n'as rien à dire, tout est normal. Mais par contre, tu dois payer pour montrer que tu n'en mets pas. Et de l'autre côté, un certain nombre de labels, qu'on pourrait appeler des labels de complaisance, des labels inventés par les industriels eux-mêmes, pour pouvoir mettre plein de petits logos au bas de leurs produits et montrer que ce truc-là a l'air d'une manière ou d'une autre durable. Alors ces labels, on en voit plein pot. Faut même voir les histoires qu'il y a eu sur, si on se souvient bien, sur la question des OGM. Il était complètement interdit d'écrire qu'un produit était sans OGM. C'est-à-dire que, notamment sur l'alimentation, c'est-à-dire que vous aviez de la viande qui n'était pas nourrie avec des OGM, l'écrire était interdit, parce que c'était une concurrence déloyale. C'est tous ces principes qui sont quand même posés, qui sont quand même hallucinants.
Pour moi, cette question des labels est quand même assez scandaleuse quand on la voit et quand on regarde, quand on voit le nombre de produits et le nombre de labels qu'il y a. J'étais samedi encore dans un magasin qui ne vendait pas que du bio pour le coup. À des moments, on a failli faire l'erreur et prendre des trucs qui n'étaient pas bio et qu'on avait l'air. Je me disais que ça ne m'arriverait plus, finalement ça a failli encore nous arriver. Mais c'est rien que, et là en plus il n'y avait même pas de pseudo-label, c'était rien que le design, les couleurs, la manière dont était présenté le truc. Tu avais un truc qui était 100% naturel, machin, etc. Et puis tu le prends, tu le retournes et là tu as 2 grosses croix rouges et là tu te dis merde, il y a un problème, je me suis fait avoir. Et si tu prends pas le réflexe de regarder, tu achètes ce truc, convaincu de faire un geste intelligent, entre guillemets, ou respectueux tout au moins de l'environnement. Mais encore une fois, on en est loin. Même sur le packaging, en fait, ça joue à fond. Si vous regardez un peu les produits, notamment le café, il y a eu toutes ces marques autour du commerce équitable qui se sont développées. Et du coup, les autres marques à côté ont commencé à développer le même type de packaging, les mêmes photos, les mêmes images, pour vraiment vous inciter en fait, à croire en fait, que vous allez là aussi faire un achat responsable, alors qu'en fait, il n'en est absolument rien. Quoi. C'est super important ce que tu dis, Stéphane, parce que je crois qu'effectivement... Autant, je pense, quand j'étais jeune, dans les années 80, on avait... 70. Je suis né dans les années 70 et c'est vrai que je suis la fin du baby-boom. Et la publicité, voilà, ils avançaient des arguments, des choses, ma lessive, elle lave plus blanc, tu peux faire un nœud, etc. Ah, ça, c'est Coluche. On se souvient du sketch de Coluche. Et puis, il y a eu un tournant, effectivement, et c'est vrai qu'on voit qu'ils ont dû inventer des nouveaux métiers. C'est pas vraiment du marketing. Ça va plus loin que ça, quoi. C'est vraiment comment on va. Oui, c'est de l'escroquerie, mais passons. C'est vraiment comment on va utiliser, les images, comment on va utiliser, en fait, ce qu'on nous reproche pour le retourner. Et vraiment, et la publicité, elle sert à ça. Alors moi, heureusement, je regarde plus du tout la publicité, donc là, je peux absolument pas vous aider là-dessus. Mais j'imagine bien. T'inquiète, tu la vois quand même. Oui, je la vois, mais je la sélectionne. Je la sélectionne, donc j'ai pas d'exemple, tu vois, je pourrais pas te donner d'exemple précis. Ah bah si, il suffit que tu sors dans la rue et t'en as. C'est parce que tu te concentres plus là-dessus et que tu essaies de faire de l'obstruction personnelle. Exactement, je me suis conditionné pour ne pas regarder les panneaux de pub, que ce soit les sucettes ou les 4x3. Et ça marche bien, je les vois pas. Mais le dernier exemple en date, moi j'ai vu il y a 2 semaines, je pense dans les abribus, c'est McDo qui fait des superbes pubs pour son, comment t'appelles ça, les glaces, les sundaes là, au lait bio, quoi. Et t'hallucines, la pub, elle est énorme, c'est écrit en énorme que le lait est bio, il te parle pas du tout des autres ingrédients alors qu'il y a quand même pas que du lait là-dedans, et c'est présenté dans un super truc en plastique jetable, et ça c'est aucun souci, on a du lait bio, tout le reste on a rien à foutre, c'est pas grave que ce soit un truc qui soit consommé et jeté aussi sec, et qu'à côté de ça on sache pas dans quel cadre ça a été produit, c'est du lait bio. Dormez bien, braves gens, et surtout allez souvent chez McDo, quoi. Et ça, c'est des illustrations qui sont mirifiques, quoi. On n'a rien à foutre, on met un petit ingrédient qu'on a fait certifier quelque part et ça fait passer les 99% de merde qu'on a sur le reste. On le met en avant et puis sur le reste. Oui, d'ailleurs, on se souvient de comment McDonald's a changé de couleur. On ne dira pas de quelle ONG est issu Bruno Rebel, mais si vous cherchez son nom, vous trouverez qui a été celui qui a fait passer le logo de McDo du rouge au vert. Eh bien, c'est quelqu'un qui sortait d'une grande ONG environnementaliste, un carriériste notoire, et qui a décidé derrière de prendre le fric et d'assumer tout à fait les positions qu'il a défendues jusque-là. Mais en l'occurrence, c'est ce genre de choses. C'était pas Florent Compas ? Non, même pas. Non, c'était pas non, j'arrive pas encore à vendre mon âme au grand capital. J'essaye, je fais des efforts, mais malheureusement, j'y arrive pas tous les jours, quoi. Bon, petite pause musicale ? Ouais. C'est l'heure, hein. Qu'est-ce qu'on écoute ? Alors, le thème du jour, greenwashing. La chanson s'appelle donc Greenwashing. C'est Trio. Par Trio. On veut du greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. Elle cache les gars
aller sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. On veut du greenwashing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du greenwashing. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut du greenwashing. On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer. On veut des baleines et du thon. On veut du greenwashing. C'est nous les as. On veut du greenwashing. Restons sur Terre, sur l'antenne de Radio Caraïbe Nancy 90.7 FM. Vous nous écoutez en direct et en podcast sur le site internet de la radio 90.7 FM. Et aussi, vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube de la radio. Donc, aujourd'hui, avec moi dans les studios, il y a Stéphane, il y a Lionel. Salut, bien sûr, Flo. à la technique, c'est toujours Thomas. Samuel est en train de nous quitter Oui, tranquillement. au revoir, il avait Samuel. prévu, il ne pouvait pas rester toute l'émission. Donc, il a beaucoup parlé au début. On lui a filé la parole autant qu'on pouvait, ou presque, parce que essayer de parler plus que nous, c'est compliqué quand même. Et notre ami Flo à la jactance, pour faire un petit coucou Au Dave. à notre ami Dave qui Pour a fait sa son anniversaire la dernière semaine saison. dernière. Ouais, et qui fait sa dernière saison sur RCN. Et ça y est, c'est décidé. Voilà, donc émission censurée à ne pas rater tous les mercredis, bien sûr. C'est 18h si je dis pas de bêtises. 18h, ouais. Eh oui. Tout à fait. Et donc, bien sûr, aussi en podcast. Et dans tous les cas, en podcast, vous en avez tellement. Vous pouvez remonter en arrière et vous avez du pur Dave. Du pur Dave, du bon gros Dave. Du bon gros pur Dave. Ah ouais, ça c'est du bon. Et voilà. Donc, nous étions dans le débat greenwashing. Et je voulais faire une greenwashing. petite parenthèse sur la chanson qu'on vient d'écouter. Je trouve que ça montre bien que le greenwashing, il nous vend aussi du rêve. C'est-à-dire qu'ils vend, voilà, on met du sable sur les galets pour faire une plage, quoi. Donc, je pense que c'est aussi une bonne définition, une bonne explication de la question du greenwashing, quoi. C'est aussi une apparence, du vernis, voilà, c'est comme on disait en aparté tout à l'heure, voilà, on fait un truc bio, on met un élément bio. Et les 10 éléments autour sont pas bio, mais on s'en fout, on met en avant le produit bio. Donc voilà, c'est que de l'apparence, quoi. C'est un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, le greenwashing, quoi. Tout est beau, tout est vert, tout est lumineux, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème en fait. On a trouvé les solutions. Mais c'est ça, c'est quand EDF fait une pub, ça j'avais vu une fois. Eh bien, nominé au prix Pinocchio et qui a gagné les prix Pinocchio dans sa catégorie. Tout à fait, derrière le réseau Sortir du nucléaire a déposé une plainte auprès de l'autorité de contrôle de la publicité. Et donc EDF a été condamné sur cette publicité mensongère qui nous expliquait que le nucléaire était une énergie décarbonée. Et bien donc, la condamnation a entériné le fait qu'effectivement, on ne peut pas dire que le nucléaire soit une énergie décarbonée, c'est un mensonge. Ben, c'est clair, c'est comme quand j'ai vu récemment, ça m'a scandalisé, les voitures électriques sont vendues zéro émission carbone. Voilà, ce qui est totalement aberrant, puisque le plus gros de l'émission carbone dans une voiture, c'est la production de la voiture.
C'est pas quand elle roule. On dit qu'il faut quelque chose comme 100 000 km pour commencer à avoir ça. un bilan positif par rapport à une voiture non électrique. C'est ça. Donc, et puis même l'électricité n'a pas un bilan carbone de 0. Donc on essaye, c'est un bon exemple. L'électricité, en gros, l'électricité, c'est une énergie verte, quoi. Voilà. Donc, alors que c'est totalement faux. Voilà, ça résout les questions des particules fines en ville. Voilà, en gros, c'est à peu près ça la partie écologique de la voiture électrique, quoi. Voilà, ça fait moins de pollution en ville. Mais la pollution, elle est décalée, puisque la pollution, elle est la pollution, elle est à la production de la voiture, et elle est à la production de l'électricité qui recharge la voiture. Voilà, et on ne parle pas non plus des particules fines, des nanoparticules et compagnie, qui sortent des pneus, des plaquettes de frein. Voilà, qui sont une grande partie de la pollution. Aussi. Donc on fait et les métaux rares et les sûr. conditions d'exploitation de ces mines en Chine ou ailleurs qui sont absolument désastreuses pour l'environnement local. Donc c'est vrai qu'on en profite entre guillemets ici, soi-disant, sauf qu'en fait pour les populations sur place c'est une horreur. Donc c'est difficile de parler d'une voiture écologique dans ce cas-là. C'est ça. De toute façon, une voiture, c'est pas écologique à la base. Ça peut pas l'être. Non, bien sûr. Après, sauf les vieux véhicules de plus de 30 ans qui s'appellent Anna, qui ont déjà été décarbonés et qui appartiennent à Lionel. Donc, non, mais c'est vrai, c'est du réemploi, c'est de la réutilisation. Donc, les vieux véhicules, sont pas forcément une solution, mais sont en tout cas pas non plus une mauvaise chose. À quand le 5 millionième kilomètre de Anna? Un jour, sûrement, bientôt. Ah non, parce que tu as l'intention de faire des millions de kilomètres avec ton camion. C'est ça que tu es en train de nous dire. Non, mais le mec, il te dit que le mec, il te parle, il fait des grandes leçons de greenwashing. Et vas-y, moi, je suis prêt à faire 5 millions de kilomètres. Mais non, jamais tu feras 5 millions de kilomètres dans ta vie. Il faut que tu arrêtes, Lionel. Non, mais j'ai calculé, j'étais commercial quand j'étais jeune. Je suis pas loin des 2 millions de kilomètres quand même. Même si aujourd'hui, j'essaye de faire moins de 10 000 par an. T'as encore pas mal de cheveux pour un mec qui a 2 millions de kilomètres au compteur. Écoute, tu t'en sors bien. Dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Je dis ça, je dis rien. Oui, non, t'es pas obligé. Donc, le greenwashing, l'agri-washing, il y a aussi les questions qui se posent. C'est intéressant que je commence une phrase et que je sais pas du tout ce que je vais dire dans la phrase. Ouais, j'adore. En impro total. Non, mais c'est aussi toutes ces, on va dire, toutes ces petites sauteries. Autour du greenwashing, il y a un truc qui m'interpelle, c'est la question des marchés. Alors, tu vois, c'est un truc qui se dit quand même beaucoup à l'acheter au marché, etc. Comme si au marché, en fait, autour de la table, on n'avait que des producteurs. Non, en fait, au marché, vous avez quand même un paquet de gens qui ne sont pas du tout producteurs, qui sont des revendeurs, qui vont s'approvisionner à Rungis pour ceux qui sont à Paris, au marché de Gros pour ceux qui sont là ici localement et qui vous font croire. Et en fait, vous avez exactement la même chose que ce que vous allez retrouver au Lidl, au Aldi, au Auchan, ou au Cora et autres. Et pourtant, on vous les vend à des prix bien supérieurs parce que sont des prix, bien évidemment, qui incluent ces marges. Comment est-ce qu'on fait pour se balader dans un marché et réussir encore une fois à faire la part des choses quand on voit un étal de légumes? Le plus simple, c'est toujours de poser la question à la personne qui s'occupe du stand pour savoir s'il est producteur, si oui, dans quelles conditions, etc. Toi, quand tu parles de marché, ça me fait penser qu'il faut quand même distinguer ce qui se fait en zone rurale et de ce qui se fait en zone urbaine. Parce que je donne l'exemple du marché de Maxéville. Bonjour, Monsieur Chaudreau. C'est le marché des producteurs. Tu vois, c'est pas un marché des légumes ou un marché des produits locaux. C'est un marché de producteurs. Voilà. Après, effectivement, on ne sait pas où est-ce que c'est produit et dans quelles conditions. Et en plus, on trouve majoritairement de la viande et des choses comme ça. Donc, voilà, c'est pas après. Mais c'est quand même déjà un premier filtre. On ne peut pas non plus dénigrer. Je veux dire, entre un marché entre guillemets standard et un marché de producteurs, il y a quand même déjà un pas qui n'est pas inintéressant qui est fait. Même si on est loin du compte, sûrement dans certains cas, mais on ne peut pas non plus nier et dire aux gens que... Oui, mais en même temps, pour revenir sur ce que tu disais avant, on peut se demander comment un marché ne peut pas être un marché de producteurs, parce que normalement, c'est logiquement la base du marché. Donc, mais ça, ça c'est plus le cas depuis très très longtemps. Je veux dire, même le marché de Nancy, il y a 40 ans, était déjà un marché qui est un marché de revendeurs. Il y a peu de producteurs qui sont présents directement sur le marché. Mais en ville. Oui, en ville, oui. Parce que quand tu fais des marchés en zone rurale, voilà, tu vas forcément être sur du local. C'est pour ça que tu parles à la campagne. Entre autres, oui.
Tout à Après, fait. il y a quand même aussi sur la question des marchés, il y a le sujet aussi des consommateurs eux-mêmes. Là, en plein hiver, tu vas encore sur des marchés, tu vois encore des tomates. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Et je me demande même, moi, qui a envie de manger des tomates à cette période de l'année. Enfin, quand on est dans la logique de manger toujours la même chose, voilà, on peut avoir envie de manger des tomates, mais c'est clair que si en février vous avez des tomates, elles ne sont pas du coin. On peut ressortir ses bocaux. La tomate mozza, c'est l'été, quoi. Tu vois, le basilic, tout ça, c'est l'été. Enfin, je vois pas. C'est assez fou, je trouve. Cette déconnexion, on a une telle déconnexion avec la nature que finalement on se rend même plus compte de ces éléments-là, quoi. Et la tomate en plein hiver sur un étal, même sur un marché, elle a été cultivée sous serre à des centaines de kilomètres. Ça souvent sous lampe aussi. Sous lampe, ça consomme une énergie folle sur un légume en fait qui n'a pas lieu d'être à ce moment-là. L'été, c'est génial. Et qui n'a pas de goût. En plus. Même l'été, elle n'a pas de goût, mais aujourd'hui, mais malheureusement, mais justement parce qu'on la produit n'importe comment, donc on est en train de perdre la qualité des produits. Au prétexte de pouvoir les manger quand on a envie, quoi. Mais c'est assez aberrant, je trouve. C'est peut-être justement une chose là où on a peut-être, si on réfléchit bien, quelque part un train de retard, dans le sens où je pense que le greenwashing, ça a été surtout au siècle dernier, de nous vendre que on va pouvoir manger les mêmes choses toute l'année. Et là-dessus, du coup, maintenant, on a du retard parce que les gens sont restés là-dessus. Et quand on commence, donc ça commence à se développer, manger des produits de saison, etc., etc. Mais ça a du mal à s'imposer parce que c'est vrai que les gens, ils ont pris l'habitude, ils disent j'aime bien les tomates, une fois par semaine, je me fais un petit tomate mozza et ça ne choque pas de pouvoir le faire en hiver, parce qu'on est complètement déconnecté de la réalité, de la production, etc. Et ça, c'est un match qu'on a perdu depuis longtemps. Hein. Oui, ça a été quelque part pour moi cette vision du progrès. C'est le progrès tel qu'il a été vendu dans les années 70, 80, 90. Ça a été ce truc justement où, en fait, avant, c'était naturel. Les gens mangeaient les produits de saison parce que c'était ce qu'il y avait. Et c'était juste naturel. Ils ne pouvaient pas acheter autre chose. Et donc, c'est ce truc de la tentation du luxe, de se dire, eh bien, en fait, ce progrès nous permet de pouvoir faire des choses qu'on ne faisait pas avant et c'est quelque chose de bien. Et là, je pense qu'on rentre dans on rentre dans le débat justement sur cette question du système de cette société de consommation ou de surconsommation qui nous vend du rêve. Et là, on retombe sur cette logique de greenwashing. Quand tu parlais Lionel tout à l'heure de la voiture. La voiture, on ne vous vend plus des publicités sur... les publicités sur la voiture ne portent plus sur les options qu'il y a sur la voiture, etc., etc. Maintenant, on vous vend du plaisir de conduite. On vous vend de la liberté au volant. C'est ça qu'on vous vend. Parce qu'en fait, la logique est réellement de construire un mécanisme de pensée qui amène le fait que, en fait, faire des efforts sur ces questions-là ou faire moins, ce serait quelque part une atteinte à ses propres libertés. Et donc, on ne pourrait plus, sous ces grands principes, atteindre aux libertés. Et donc là, en fait, on ne le voit pas. Et d'ailleurs, il y a une décision du Conseil d'État qui est extrêmement intéressante, justement, sur cette question des pesticides. Il y a 15 jours maximum, où le Conseil d'État a enfin reconnu, parce qu'il y a un principe constitutionnel qui s'appelle la liberté d'entreprendre. Et donc la liberté d'entreprendre, ce principe-là est opposé en permanence pour retoquer devant le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État un paquet de choses, et notamment des mesures environnementales. C'est la mesure phare du libéralisme, c'est leur argument principal. Sous principe que, en fait, une contrainte environnementale, même si elle est basée sur des principes de menace de la santé publique très clairement établis, eh bien jusque-là, en fait, se faisait systématiquement retoquer là-dessus. Eh bien cette décision qui fait jurisprudence, c'est ça qui est extrêmement intéressant, pose cette question du fait que, oui, on peut limiter les intrants, les pesticides, on peut les limiter, on peut prendre des mesures, on va dire, environnementales, de protection de la santé, de protection de l'homme et de la nature, qui restreignent quelque part un peu cette liberté d'entreprendre complètement folle et débridée. Et c'est les lobbies de l'industrie chimique qui ont été déboutés par cette décision, donc c'est une belle victoire. Et on voit quand même que les choses bougent, quoi. C'est-à-dire que à force de mobilisation, notamment des Amis de la Terre et de toutes ces ONG qui sont engagées sur ces questions climat, environnement et protection de la nature au sens large, on voit que ça commence à gagner, quoi. Ça commence à payer, où de plus en plus de gens sont sensibilisés, sont mobilisés, et enfin on commence à toucher des aspects carrément juridiques, donc constitutionnels. Donc ça devient intéressant, quoi. Donc il faut... Le combat continue, mais c'est de plus en plus séduisant. En tout cas, il y a des batailles qui sont en train de se gagner, et ça, c'est positif.
Après, c'est vraiment effectivement une question d'état d'esprit et pour essayer d'un peu globaliser ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je pense que, parce qu'on n'a pas parlé d'un point important, c'est les agriculteurs. Pour avoir été 1 an avec des fils d'agriculteurs, dans mes études récentes. Des études récentes et tardives. Ouais. J'ai été quand même un petit peu fasciné parce qu'en fait, ils sont déconnectés en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience. Eux, ils sont dans leur production, dans leur logique. Voilà, mon champ. Alors, on parlait greenwashing, on pourrait parler de l'histoire de la distance d'épandage par rapport aux habitations, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même assez déconnectés. Eux, ils veulent produire, voilà. Et j'ai l'impression, parce que j'ai essayé plusieurs fois un peu de les pousser. Je sais pas s'ils veulent vraiment produire. Est-ce qu'ils veulent pas tout simplement vivre de leur travail et on leur a fait croire que pour ça, il fallait produire beaucoup. Et c'est d'ailleurs leur réalité au quotidien. Ah bah oui, parce qu'ils sont dans la croissance, ils sont dans les prêts, ils sont dans le système bancaire, ils sont à fond là-dedans. Et puis ils sont le prix du mètre carré, le coût en euros d'épandage, machin, le prix des tracteurs. Voilà, ils sont à fond là-dedans et en fait, ils sont déconnectés de la réalité. C'est-à-dire qu'on parlait par exemple de Lactalis pour les prix Pinocchio. Ils sont même pas conscients qu'ils sont dans un système global et que s'ils ont des difficultés aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a des méchants écolos qui veulent garder les loups et les empêcher de mettre des pesticides, mais c'est parce qu'ils sont pris dans un système où c'est d'abord eux les premières victimes, mais c'est comme s'ils n'en étaient pas conscients, quoi. Il y a vraiment quelque chose là-dessus. Voilà, je vais récupérer 400 hectares, je vais produire à fond, et ils sont complètement la PAC, c'est normal. Ils remettent pas en cause le principe des subventions, ils remettent pas en cause le principe des pesticides qui sont quand même là. Il y a acide dedans, donc c'est qui tue. Donc eux, voilà, ils voient que leur champ, ils voient pas que les pesticides vont se retrouver partout dans l'environnement, etc. Donc c'est vraiment cette déconnexion. C'est vraiment voilà, c'est là-dessus aussi que jouent, je pense, les grandes industries, parce que on parlait de l'histoire de la saisonnalité. Voilà, c'est quand même la grande distribution qui a permis ça et qui a imposé ça, de dire on va manger des tomates toute l'année, on va manger des kiwis toute l'année, des avocats toute l'année qui viennent de l'autre bout du monde. Voilà. Et d'ailleurs, les avocats sont en grève. Tout à fait. Donc tout ça, en mais fait, pas les bananes. Finalement, c'est le Babylone Business. Et le Babylone Business, c'est PKS. Vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM. Je dose pour m'adresser à toi. Le Babylone Business c'est partout, mon vieux, qu'est-ce que tu crois? Il ne faut pas se fier aux apparences, à l'effet sournois que t'impose cette règle du jeu où l'escroc est roi. S'il devient politicien, sa puissance s'accroît. S'il est malveillant dans son pognon, il se noie. Dans leur monde, pas de place pour les saints d'esprit qui ne partagent pas leurs lois. Toutes les magouilles et le fascisme, ça me file des renvois. Quoi? Qui donc a oublié le respect, l'homme et ses droits? La rébellion se prépare, gardons notre sang-froid. Car c'est toujours les profiteurs qui obtiennent le plus gros morceau. Toujours les mêmes balivernes, toujours le même topo. L'injustice règne, c'est toujours les mêmes qui portent le chapeau. De l'idiot à la petite vieille, tout le monde découvrira le
distinguer le vrai du faux. Pas de cadeau, on te raconte des mensonges, on te plante des poignards dans le dos. Babylon Business se noie dans son allégresse, c'est l'océan, un marin noir de billets verts qui l'intéresse, poussé par un vent d'ouest qui nous en fait boire la tasse en vitesse. Et c'est pour boire cette eau sale que tout le monde se presse, mais rien n'est moins sûr que s'il ne préserve pas la nature, il s'en lave bien les mains. Mais peut-on trouver cela sain, que les assassins ne soient pas en cure d'un tox à l'air pur, au lieu de se rincer les doigts aux hydrocarbures, soumission, dévotion au coût de production depuis des générations. Peu de gens ont une réaction bien établie, l'équipe production, rien à pour la pollution, c'est la loi de l'évolution. Political catalytic screen. Political catalytic screen. Oh yeah, 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 yeah. Political catalytic screen. Take it, yeah, now. Oh, political catalytic screen. Waouh, Babylon Business, c'était PKS sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy, et va jusqu'au bout et remet bien le logo aligné avec la caméra, sinon le technicien va te faire des remarques. Ouais. Oui, on doit bien voir le RCN à l'antenne. Sur les micros, sur les... Hop, je le mets comme ça. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement, proposée par les Amis de la Terre Meurthe-et-Moselle, tous les lundis en direct de 17 à 18h. On peut même plus dire tout à fait tous les lundis, vu que on va mettre à disposition du plan B Nancy et de Notre-Plan.net, le nouveau média qui vient de sortir. Il est sorti vendredi, donc vous allez sur Notre-Plan.net, le site internet, vous allez aussi sur le Facebook, vous allez suivre un peu de tous les côtés. C'est le nouveau média des acteurs de l'économie sociale, solidaire et écologique sur les Nancy et ses environs, notamment tous ces acteurs de la transition écologique et sociale qui œuvrent au quotidien pour transformer en profondeur notre territoire. Eh bien, ce média sans filtre, ce n'est pas un média où les journalistes font des articles et écrivent des choses, même si ça n'empêche pas que certaines personnes puissent écrire des articles sur un sujet ou un autre, ou avec un acteur ou un autre, mais les acteurs peuvent eux-mêmes s'exprimer sans filtre, et ça change la donne. Ouais. Ah oui, exit les censures. Et les intermédiaires, ouais. C'est le média par les acteurs, pour les acteurs. C'est ça, on parlait avant de vente directe et de producteurs, et ben là pour le coup, c'est la parole directe. C'est du média direct. Et sans intermédiaire. Donc, on aurait pu l'appeler mediadirect.net d'ailleurs. Et je voudrais en profiter pour quand même remercier et féliciter la radio RCN qui nous suit dans tous ces différents projets. Voilà, qui nous font totalement confiance, qui nous laissent le créneau et qu'on fait évoluer.
Restons sur Terre, Plan B, notre média, notre... Voilà, et après, on ne souhaite que plus de moyens à RCN pour avoir un deuxième technicien qui permettrait d'avoir les 2 créneaux complets et d'avoir les 2 émissions toutes les semaines. Mais ça, c'est pas gagné avec les récentes réformes. On y travaille, on cherche des financements privés. C'est surtout la suppression des financements et d'un certain nombre de contrats aidés qui étaient des formes de subventions indirectes à beaucoup d'assauts. Tout à fait. Et notamment le statut CAE qui a mis en péril énormément d'associations. Et en l'occurrence, RCN n'a pas... Mais c'était clairement l'objectif. Maintenant qu'on a un peu de recul et qu'on voit comment le gouvernement se comporte, on voit très bien que c'est dans leur stratégie d'étouffer la contestation, d'étouffer les alternatives le plus possible. Donc c'était un coup bas. Tout à fait réfléchi. Mais RCN réfléchit à des partenariats et aussi à des financements privés, pourquoi pas, dans une certaine éthique. Qui permettent de développer, je dis ça parce que je suis au conseil d'administration, et qui permettent de développer, un petit peu pérenniser les choses, pérenniser le poste de directrice, trouver un deuxième technicien pour redévelopper un petit peu le direct, qui est quand même le cœur de la radio. Donc c'est en cours, et donc merci RCN de nous soutenir et de nous accueillir, aussi bien. Waouh! Donc on revient au prix Pinocchio. Oui. On est sur une émission un peu beaucoup centrée sur la question du greenwashing. Les Amis de la Terre relancent les prix Pinocchio cette année avec une thématique spéciale agriculture. En l'occurrence, les prix Pinocchio, il s'agit de voter pour le pire greenwasher. Et là, vous avez le choix entre 3 cas. Très difficiles à partager. On va vous les exposer un petit peu tout de suite. Donc ces 3 cas, bien sûr, vous allez en premier sur le site internet pour voter www.prix-pinocchio.org. Dans tous les cas, vous mettez prix Pinocchio dans n'importe quel moteur de recherche, vous trouverez sans difficulté. Ouais. Donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, 3 cas, Bigard, Lactalis, Yara. On va commencer par Bigard. Alors Bigard, déjà quelques chiffres pour comprendre un petit peu de qui on parle. Bigard, c'est une structure qualifiée d'entreprise familiale. 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. 10 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. 16 000 employés, créés en 1968. Le PDG est toujours Jean-Paul Bigard, c'est pour ça qu'on parle d'entreprise familiale. C'est encore une personne, même si Bigard est bien sûr coté comme les autres, dont ses activités principales sont l'abattage, la découpe, la transformation de viande et commercialise essentiellement des viandes sans marque et notamment aussi les marques directement Bigard, Charal, Socopa sont des produits Bigard. Donc Bigard, pour défendre ses marques, a bien compris qu'il pouvait miser sur la sympathie qui éprouve la majorité des citoyennes et des citoyens envers les éleveurs et les éleveuses et leur système d'élevage herbagé en plein air. De manière générale, l'image que souhaite donner Bigard est celle d'éleveurs et d'éleveuses proches de leurs bêtes, mais aussi de consommatrices et de consommateurs, comme s'il n'y avait qu'un pas entre les prés verdoyants où les vaches paissent en paix, sous les yeux bienveillants de la fermière. Ils vont être achetés par Disney bientôt. Hein. Voilà, exactement. Et le gris sur lequel grésille la viande. Sauf que Bigard, pour les éleveurs et les éleveuses de bovins, est plutôt synonyme de course au prix bas, de détérioralisation de l'agriculture et d'incitation à changer le système vers des élevages de plus en plus gros, de plus en plus optimisés, où le lien entre l'animal et l'éleveur a tendance à progressivement disparaître. Un paradoxe quand on sait que Bigard souhaite mettre en valeur la noblesse des métiers de la viande derrière un slogan simple et efficace, l'art de la viande. Lucien Bigard, fondateur de la marque éponyme, n'hésite pas à dire: quand on est fier d'une famille de produits, on est encore plus fier d'y mettre son nom de famille. Les valeurs de dignité et de fierté affichées par la marque contrastent avec la réalité d'un groupe qui fait rimer promotion de l'élevage industriel avec mépris de ses éleveurs et de ses éleveuses. Ouais. C'est terrible. Alors, ça fait penser à la pub. Il est fort celui-là. Hein, il est bon. Ouais. Il est costaud. Il est quand même pas mal. Attention, il y a du level. Il y a du level. Et c'est lui qui publie pas ses comptes, c'est ça? Ça, j'ai pas suivi. Il me semble que c'est ça. Ouais. Il publie pas. Et ça fait penser à cette pub où l'éleveur, il est là, il appelle toutes les vaches par leur nom. Et c'est juste une fabuleuse arnaque. Quand on a 400 vaches, on donne pas des noms à ces vaches. Quoi. C'est ça.
Deuxième choix, Lactalis. Alors Lactalis, société personnelle André Beignet, donc société par action, entreprise familiale multinationale. Son PDG est Emmanuel Beignet, je ne sais pas comment on le prononce, excusez-moi, Beignet. Et donc c'est la famille Beignet qui détiennent 100% des actions. Ils ont été créés en 1933. Ils détiennent 15 000 employés. Enfin, ils détiennent. Ils emploient 15 000 personnes en France. Comment tu parles ? Et 80 000. C'est presque ça. C'est un lapsus très révélateur. Oui. Et 80 000 collaborateurs dans 94 pays, avec un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d'euros en 2018 et 24 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Son activité principale, vous le savez, ce sont les produits laitiers. On retrouve Lactalis commercialisé derrière un certain nombre de sous-marques: Président, Société, Galbani, Parmalat, Lactel, Célia, Bridel, Salakis, Le Petit, Le Roi de Lait, Picot, Loupérac, etc. Tout ça, c'est Lactalis. Lactalis est très discret en tant qu'entité et très présente dans la sphère publicitaire, innovant des slogans marquants et positifs, souvent autour de la notion de plaisir. On en parlait tout à l'heure. Lactalis a construit une solide réputation pour ses marques. Président, je leur dis, Salakis, Lactel, Société, etc. Il faut voir un peu tout le travail qui est fait là-dedans, tout en cultivant l'opacité au niveau de la maison mère Lactalis. Peu de personnes connaissent le groupe Lactalis avant le scandale de la poudre de lait contaminé en fin 2017. Et oui, on s'en souvient. Les publicités de Lactalis ont souvent fait mouche auprès des consommateurs et des consommatrices, comme celle avec Bernard Blier pour le fromage Président ou la saga « Dis papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?» avec une cible famille qui est bien sûr omniprésente. N'hésitant pas à mettre en avant les vertes prairies et le travail des éleveurs et des éleveuses. Dans sa communication, elle passe en revanche sous silence l'injuste rémunération de l'activité de production des éleveurs et des éleveuses. Aujourd'hui, c'est le pire. Le lait, c'est vraiment le pire. Elle assoit ses marques sur la notoriété du terroir, Roquefort, Camembert de Normandie, qui sont des appellations d'origine contrôlée, avant de la détourner à son profit pour des produits standards grâce à leur marque, alors unanimement reconnue par les consommateurs et consommatrices. Lactalis, numéro 1 des produits laitiers, offre un exemple flagrant de mépris de la démocratie, tant sur le plan économique et social qu'environnemental. Elle est le symbole d'une société familiale devenue multinationale qui appart les richesses, adepte du secret, flirtant régulièrement avec le mensonge et la fraude, friande de clientélisme et de paternalisme. Lactalis cumule des pratiques qui, mises bout à bout, font froid dans le dos sur ce qu'elles disent de nos systèmes alimentaires, politiques et économiques. Et pour conclure, il nous en reste un, Yara, Yara, vite fait, parce que... Oui, vite fait. Donc une multinationale, encore une fois, son siège social est à Oslo, en Norvège. Son principal actionnaire est le ministère norvégien du commerce, de l'industrie et de la pêche, qui détient 36,2% des parts. C'est 16 757 employés, créés en 1905, 13,05 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. C'est un gros aussi. Oui, c'est du lourd. 16,6 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Et ses principales activités sont la synthèse d'ammoniac, la fabrication d'engrais azotés. Alors là, on est justement dans cette logique de vernis pseudo-écolo choisi par Yara pour verdir ses activités qui portent un nom bien senti. L'agriculture intelligente face au climat. Tout un concept. Ou pas. La multinationale s'appuie sur un discours fondé sur le soutien apporté aux agriculteurs et aux agricultrices pour améliorer leur rendement afin de nourrir la planète. Le tout en préservant l'environnement et le climat. Grâce à des discours bien rodés, Yara se présente comme une entreprise porteuse de solutions face à la crise climatique, alors qu'il s'agit plutôt d'un acteur largement responsable de celle-ci. Yara a l'impertinence de mettre en avant le faible impact de ses engrais sur le climat, alors que les émissions de gaz à effet de serre de cette multinationale ont augmenté de 20% entre 2009 et 2017, que l'utilisation d'engrais chimiques a été multipliée par 9 depuis 1960 et que les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées ont doublé sur la même période. Le concept d'agriculture intelligente face au climat n'est qu'une coquille vide permettant de livrer l'agriculture à l'appétit des multinationales pour faire la promotion des intrants chimiques. Ce concept est soutenu par une alliance internationale qui regroupe de nombreux lobbies pour faire perdurer une agriculture industrielle destructrice des paysannes et des paysans et de l'environnement. Oui, parce que l'excès d'azote est très mauvais et a des conséquences terribles à long terme. Voilà. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller voter, c'est le défi donc, de demain. Allez voter et faites voter pour savoir quel est le pire. Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y aura pas grand monde qui connaît, mais Lactalis, on aurait fait l'émission en 2016, personne ne connaissait non plus. C'est ça, exactement. Et surtout, il se cache. Cette question de l'impact sur le climat des intrants est vraiment problématique.
l'émission. Et puis c'est connecté complètement avec l'actualité, avec les feux en Amazonie notamment, qui sont dédiés, qui sont d'abord causés par la production de soja OGM, qui va ensuite aller en direction de ces producteurs industriels. Donc voilà, tout est absolument connecté et lié aujourd'hui. C'est tout un système. Voilà, l'émission se termine. Donc au micro c'était Florent, à la technique c'était Thomas. Dans les studios avec moi il y avait Samuel qui a dû partir en cours d'émission, Lionel et Stéphane. Et on se retrouve la semaine prochaine avec l'émission du Florin, l'émission qui vous parle de cette monnaie complémentaire citoyenne du Sud Meurthe-et-Moselle. Et on vous retrouvait tout de suite. Polémix. Polémix et la voix off, super émission. En tout cas, voilà, merci à tous. À bientôt, prenez soin de vous sur RCN. Amis éco-auditeurs. Amis éco-auditrices. Chers amis de la Terre. Chers amis de la nature. Chers amis de l'homme. Et de la femme. Bonsoir. À bientôt. Salut tout le monde. Qu'un concert de soutien contre la misère d'inspiration, que les chanteurs ont tant la matière qui chante les révolutions. RCN, la différence. Get me fucked up.